Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va certainement vous être utile pour réviser euh, avant le contrôle continu de statistiques. Voilà, qui aura lieu dans la semaine de la première semaine complète du mois de mars, donc c'est vers la semaine du 6 mars quoi. Et du coup, je vais juste vous expliquer là en gros, le sommaire quoi de la petite vidéo. En gros, j'ai fait quatre différents énoncés que j'ai complètement inventé toutes pièces, avec à chaque fois je vous demande en gros le test effectué. Après, on fera juste un petit moment où je dirai justement le test effectué. Et ensuite, dans un second temps, j'ai carrément créé en fait, toujours de toutes pièces, euh, les données en fait. Et j'ai en fait mis en description un petit lien qui vous permet d'accéder à à ces données en fait. Donc en passant par un peu un dossier, un dossier Excel quoi, comme ça. Et du coup, vous pourrez directement télécharger si vous voulez essayer vous-même de faire les tests sur Easier avec mes données, toujours dans le but de vous entraîner, de comparer, voir si vous avez réussi, toujours dans le but derrière que je vous montre en fait comment on fait tout simplement si vous avez des difficultés derrière votre écran. Alors du coup, on va tout de suite commencer, mais juste avant, je voulais juste vous dire que j'ai fait un petit sondage voilà, dans l'onglet communauté de ma chaîne et je vous invite à y répondre parce que bah, voilà, j'estime qu'il est il est pour moi un peu important. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le dernier sondage que j'ai fait. Alors du coup, commençons. Je répondrai en fait à chaque fin de d'énoncé, mais je vous mettrai un petit peu de temps histoire que vous puissiez mettre en pause pour réfléchir de votre côté. Alors du coup, voici le premier énoncé. On s'intéresse à l'existence d'un lien entre le résultat académique et le temps passé à la BU. Pour les 50 participants, on leur demande s'ils ont réussi ou raté leur dernière année universitaire. Donc là, la réponse, ça peut être soit ils ont réussi, soit ils ont échoué. Ensuite, on demande le temps moyen passé à la BU par semaine. Les chercheurs ont choisi de les trier en 4 catégories. Donc ils ont fait 4 catégories, moins de 3 heures, donc là c'est la première catégorie, de 3 à 6 heures, seconde catégorie, 6 à 9 heures, troisième catégorie, et plus de 9 heures, quatrième catégorie. Quel test doit-on effectuer dans ce cas-ci? Enfin, dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, il faut tout simplement faire un qui 2 d'indépendance. Alors, pourquoi? Je vous parle de lien, donc on pourrait croire qu'il faut faire une corrélation. Mais regardez les variables. Déjà, ici, on a soit une réussite, soit un échec. On a donc ici une variable nominale, donc catégorielle nominale. Réussite-échec, c'est nominal. Ici, avec les différentes catégories faites par rapport au temps moyen passé à la BU, on a une variable ordinale. Or, pour faire par exemple un Rhodes Spearman, on a besoin d'avoir soit deux variables ordinales, soit une variable ordinale et une variable numérique. Là, à partir du moment où on a une seule variable nominale, donc là, c'est la variable par rapport à l'année, la variable réussite, entre guillemets, à partir du moment où on a une variable nominale, on est obligé de partir pour un qui 2, même si on s'intéresse à un lien, entre guillemets. Donc là, en fait, on a juste deux VI, la réussite à la dernière année universitaire, donc réussite ou échec, et la seconde VI, tout simplement le temps moyen passé à la BU, donc selon une de ces quatre catégories. Voilà. Donc là, ici, c'est donc un qui 2 d'indépendance, donc on cherche à savoir si les deux variables sont indépendantes ou non, l'une de l'autre. En espérant que ce soit clair, du coup, second énoncé. On s'intéresse à l'existence d'un lien entre la dimension psychologique de l'agréabilité, donc voilà un petit rappel par rapport au Big Five, courbe personnalité, etc., avec les revenus mensuels. On fait passer aux 50 participants un inventaire inspiré du Big Five contenant des questions autour de l'agréabilité, permettant un score sur 20. Ensuite, on leur demande leur revenu mensuel. Donc quel test doit-on effectuer dans ce cas-ci? Alors dans ce cas-ci, là on observe qu'il y a en fait deux mesures de fait. Donc tout d'abord, c'est tout simplement un petit score sur 20, donc une variable numérique, sur leur agréabilité. Deuxième variable, toujours numérique, c'est leur revenu mensuel, variable numérique. Donc là en fait on a deux, disons, VD numériques, tout simplement c'est un peu ce qu'on mesure, voilà.
et on n'a pas réellement de VI. Donc là, on peut penser, et effectivement c'est bien le cas, qu'il s'agit d'une corrélation. Et donc dans ce cas précis, vu qu'on a deux variables numériques, le mieux à faire c'est simplement un R de Bravais-Pearson. Donc là, pour cet énoncé, c'est tout simplement un R de Bravais-Pearson qu'il faut faire. Ensuite, dans une étude, on essaye de savoir si la sympathie perçue d'un prestataire dépend du prix qu'il demande. On prend des sujets naïfs qui ont appelé un plombier participant à l'expérience. Donc celui-ci a les mêmes comportements pour chaque client, mais seul le coût à l'heure change. Donc ce coût peut être faible ou élevé. On peut prendre par exemple, je sais pas, 30 € l'heure ou 80 € l'heure, faible, élevé. À la fin, mais c'est vraiment juste faible et élevé le nom des variables, enfin le nom des modalités. À la fin de la prestation, le client reçoit un mail pour noter sur 10 la sympathie du plombier. Quel test doit-on effectuer? Alors dans ce cas-là, on a une seule VI, donc une petite VI à deux modalités, c'est tout simplement le coût de la prestation, qui peut être faible ou élevé. Et la variable numérique, la variable dépendante VD numérique, c'est tout simplement la note donnée par le client au prestataire, donc au plombier, qui est donc en fait sa sympathie sur 10. Donc le score sur 10 en sympathie, c'est la variable dépendante qui est numérique. Et donc dans ce cas-là, on va avoir forcément deux moyennes. Donc une moyenne par rapport, euh, comment dire, par rapport à une prestation qui coûte peu, deuxième modalité de la vie, une prestation qui coûte plus cher. Donc là, on va avoir une vie à deux modalités, donc deux moyennes, ce qui fait qu'on peut faire ici un test T de student. Et là, pour le coup, un même participant, un même sujet naïf client va pas passer les deux conditions. Donc là, on est du coup pour échantillon indépendant. Au sens où on va pas passer deux fois par le même client, un coût prix faible, un coût prix élevé. On va éviter de faire ça, bien évidemment. Donc c'est pour échantillon indépendant. Et donc on passe maintenant à tout dernier énoncé. Et donc on se demande si un enchaînement d'états émotionnels peut impacter dans les performances cognitives. Pour cela, chaque sujet, tu vas dire, va manger quelque chose et écouter une histoire avant diverses tâches cognitives. Le sujet peut manger un aliment avec un goût agréable ou désagréable. Donc là, on peut être sûr de prendre par exemple quelque chose qui est forcément bon. C'est pas quelque chose que tout le monde aime, des raviolis par exemple. Ou désagréable, je suis pas sûr que manger un oignon cru ça plaise à beaucoup de monde. Si je fais des exemples comme ça, hein. Et écouter une histoire joyeuse ou triste. Donc là, euh, suite à ça, on va faire des performances, des tâches cognitives qui vont permettre d'établir un score sur 20. Donc là, dans ce cas-là, quel test doit-on effectuer? Alors ici, on a deux VI. La première VI, c'est par rapport à la nourriture. Est-ce que l'aliment est agréable ou a un goût agréable ou un goût désagréable? Donc là, on a une première VI à deux modalités. La seconde VI, c'est l'histoire. L'histoire peut être joyeuse ou triste. Donc encore une fois, une seconde VI à deux modalités. Ce qui fait un total, je rappelle parce que le sujet ne peut faire euh, qu'une seule combinaison. Donc ça fait un total déjà là de 4 conditions possibles. Donc 2 fois 2. Et pour finir, la VD numérique, ce sont les tâches cognitives qui permettent un score sur 20. Donc là, dans notre cas, on a deux VI à deux modalités. Les deux VI sont en intersujet. Intra, je confonds les deux. Attendez. C'est intrasujet. Intrasujet, c'est une seule condition. Donc oui, donc c'est intrasujet. Donc chaque sujet ne fait qu'une seule condition, c'est intrasujet. Donc, je répète du coup, on a deux VI à deux modalités. Ces deux VI sont intrasujets et la VD est numérique. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une ANOVA, et pas n'importe laquelle. C'est une ANOVA factorielle. Factorielle, c'est tout simplement utilisé lorsqu'on a plusieurs VI. Voilà, plusieurs VI de même nature, donc, qui sont en fait là toutes les deux intrasujets.
Si on aurait eu une variable intra et une variable inter, on aurait dû faire dans ce cas-là une ANOVA mixte. Mais là, on est bien dans le cas d'une ANOVA factorielle. Oui, c'est ça le nom. Et voilà, on va bientôt passer à la seconde partie de la vidéo où du coup je vous invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir, si vous le souhaitez, tester, voilà, si vous maîtrisez EasyR, si vous pouvez faire euh, les tests du coup que je vous ai donné la réponse quoi. Et du coup je reviens tout de suite avec EasyR en place. Hop, me revoilà avec EasyR en place. Du coup là je suis en train du coup d'importer les données. Du coup, nom des variables true, au sens où true, avec l'accent bien français, au sens où à la première ligne, j'ai mis le nom des variables. Donc oui. Hop, ça on accepte. Et du coup, on va commencer avec la première question, où c'était donc un qui 2 d'indépendance qu'il fallait faire. Voilà, nous avons donc nos petites données là qui sont transférées sur R, et donc on va pouvoir faire le petit qui 2. Donc je vais vous montrer chaque test, et du coup les quatre, et puis à chaque fois je vous donnerai environ à l'oral une petite interprétation du coup qu'on peut faire par rapport aux résultats qu'on va observer. Du coup là pour celui-ci on veut faire un qui 2, donc analyse test d'hypothèse. On prend le qui 2. Indépendance, oui. Et du coup là les variables ce sont les résultats et la BU. Sauf que là vous voyez BU, alors que c'est une variable ordinale, il pense que c'est numérique. Donc là il va se passer une petite chose, c'est qu'il va demander s'il peut transformer les variables numériques en variables catégorielles. Donc dans ce cas-là, pour faire le qui 2 d'indépendance, on va dire oui. Et donc dans ce cas, on resélectionne les deux variables, résultat et BU. Et du coup, on ne spécifie pas les effectifs. Donc spécifier les effectifs, c'est s'il y a une colonne en gros où il y a écrit les effectifs. Donc là, on met oui, mais s'il n'y a pas de colonne où il y a écrit les effectifs, on met non. On sélectionne que non paramétrique, que le haut là, parce que les autres, il me semble pas qu'on puisse vraiment, enfin on ne maîtrise pas leur interprétation, donc ça sert pas à grand chose de lui demander de faire des tests qu'on n'est pas capable d'interpréter. Et du coup, ça on met toujours false, hein, ça sert à rien d'enregistrer. Donc ça va se faire, et puis peut-être que je vais faire des petites coupures, je sais pas, si c'est trop long à charger. On va observer ça tout de suite. Ok, ça fonctionne, du coup là, c'est la première question, le qui 2 d'indépendance. Donc là on a les effectifs observés, donc c'est les données que j'ai créées de toutes pièces, voilà, donc par exemple 20 échecs, 30 réussites, tout ça c'est moi qui ai complètement inventé, plus ou moins au hasard. Et effectif attendu, voilà. Donc là c'est pour observer un peu les différences. Mais ce qui compte pour nous, c'est l'analyse principale. Donc là, on a un kilo de 15,35 avec un DDL de 3 et une valeur P bien inférieure à 5%. Là, elle est à 0,15%. Là, elle est à 0,15% dans ce cas-là. Donc du coup, pour les résultats, ce qu'il faudrait écrire, c'est qui2 entre parenthèses 3 égale à 15,35. Et après, vous mettez virgule, P égale, du coup là, si on arrondit à 3 décimales, il faudrait mettre 0,002. Voilà. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que bah, le lien est significatif, donc ça veut dire en fait qu'il y a un lien entre les deux variables, donc il y a un lien significatif entre euh, la variable BU et la variable résultat. Donc après, on peut pas trop dire le sens, vu que c'est 2 VI, mais en tout cas, il y a un lien entre la réussite et il y a un lien significatif entre la réussite universitaire, entre guillemets, et le temps passé à la BU, d'après mes résultats qui sont complètement, je rappelle, fictifs. Je vous incite pas à aller à la BU, même si j'avoue que c'est quand même sympa pour réviser. Hop, je reviens du coup avec du coup la seconde feuille, voilà. Alors du coup, pour toutes les feuilles, ça sera les noms des variables, ça sera toujours true.
vraiment l'accent français, quoi, c'est pas possible. Du coup, là, c'est toujours OK. Et là, du coup, on passe du coup à second énoncé, donc le Q2. Et voilà, on obtient les données transférées dans R, donc sujet, agréabilité, les revenus. Donc là, ici, c'était la corrélation de Bravia Person, le R de Bravia Person qu'il fallait faire. Donc après, n'hésitez pas à le faire aussi chez vous et pourquoi pas me dire si vous avez des difficultés, malgré que je vous montre la méthode, ou si vous comprenez juste pas quelque chose. Donc la corrélation complète, corrélation partielle, c'est si on veut contrôler une variable. Là, on ne veut contrôler aucune variable. Et donc la variable en abscisse ordonnée, ça, c'est pas ce qui compte le plus, mais bon, je préfère mieux mettre les revenus en abscisse et l'agréabilité en ordonnée. C'est juste un espère groupe, non, c'est juste un choix personnel, voilà. Ça va rien changer au résultat. Test paramétrique et données complètes uniquement. Et là, toujours le false, et puis on va observer s'il y a un lien significatif entre l'agréabilité et les revenus. Je ne sais pas du tout d'où m'est venue l'idée de penser qu'il y aurait un lien entre les deux variables. Et ça apparaît. Hop, du coup, ce qui nous intéressait, c'est directement le résultat. Après, on peut un petit peu observer le graphique, qui est juste ici. Donc là, on voit que c'est plutôt une corrélation négative déjà, quand on voit le petit axe là. Donc chaque point, c'est pour chaque participant. Et donc, on a ici la corrélation. Donc là, on a une corrélation à moins 0,24 si on arrondit à 2 décimales. Un DDL à 48 et un P à 0,09 ou si on veut arrondir à 3 décimales, je crois que c'est mieux, ça fait 0,094. Donc autrement dit, là on est à 9% de chances que ce soit du hasard. Donc là c'est non significatif. Donc là globalement si vous voulez écrire le résultat sur une feuille, ce serait R entre parenthèses le DDL, donc entre parenthèses 48, égale à moins 0,24. Et vous mettez une petite virgule, P égale à 0,094 ou 0,09. Mais je crois que le mieux c'est 3 décimales. Donc 0,094 si on arrondit correctement. Et donc là, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de lien significatif entre les revenus mensuels et l'agréabilité d'un sujet. Donc ainsi, on peut dire, si par exemple l'hypothèse des chercheurs c'était qu'il y avait un lien, bah, on dit qu'il n'y avait pas de lien, enfin que l'hypothèse des chercheurs est infirmée par leur corrélation. Ah, hop. On va bientôt passer à la troisième question. Hop, du coup, on passe à la question 3, où c'était un test test student pour échantillon indépendant qu'il fallait faire. Hop. Donc c'était l'énoncé avec le plombier là. Du coup, hop, c'est reparti. Je vous montre la procédure pour le test T. Hop. Donc là, oui, échantillon indépendant au sens où, je rappelle, on n'a pas fait pour le sujet un coup le plombier coûte pas cher, un coup le plombier coûte cher, ça aurait été pas très logique. Le client n'a rien compris. Du coup, c'est indépendant. Hop, troisième question. Et du coup, la variable dépendante ici, c'est la note de sympathie, donc le format numérique. Et la variable indépendante, c'est le coût qui peut donc être faible ou élevé. Toujours uniquement les tests paramétriques et toujours uniquement les données complètes. Et bah, le false, enfin si vous voulez enregistrer vos résultats, c'est pas très problématique. Et on n'a plus qu'à patienter. Ok,
Ok, donc là c'est les statistiques descriptives. Si vous voulez, par exemple, sur la copie, préciser la moyenne et l'écart type. Voilà, donc là, une moyenne pour par exemple, lorsque la prestation coûte cher, on a une moyenne de sympathie à 6,33 et un écart type à 1,71. Alors que quand la prestation est faible, on a une moyenne à 4,96 et un écart type à 1,43. Voilà. Donc là, c'est pour les petits graphiques pour un petit peu observer dispersion des résultats. Ce qui nous intéresse, c'est ici, hop, tested student. Je ne sais pas si on doit prendre les résultats avec la correction ou sans. Je pense que mieux c'est prendre sans la correction. Ça fait des résultats un peu plus bruts, quoi. Donc là, on obtient un test T du coup à 3,087, un DDL à 48 et un P à 0,003. Donc là, si vous voulez écrire le résultat, ça serait du coup T entre parenthèses 48. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, oui. Égal à 3,087, hop, et après vous mettez le P égal à 0,003. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un lien significatif entre le coût de la prestation et la sympathie perçue par les sujets. Après, vous pouvez aussi donner le sens au vu des statistiques descriptives. Plus la prestation est élevée au niveau du coût, plus le sujet va trouver le prestataire sympathique. Voilà. Mais bon, là, c'est juste démonstratif, c'est pas forcément vrai ce que je dis là, c'est purement inventif. Inventé plutôt. Et donc, oui, ne pas oublier, si vous pouvez, de donner le sens du, du lien, en fait. Voilà. Hop. Et on finit tout de suite avec la dernière question. Hop, de retour pour la dernière question. Du coup, là, on s'intéresse du coup à la quatrième feuille, la Q4 que je l'ai nommée. Et voilà, donc là, on a la nourriture, l'histoire et le score. Voilà. Donc là, je rappelle, c'était une ANOVA Factorielle qu'il fallait faire. Donc, les devis sont la nourriture et l'histoire, et la VD et le score. Hop, je vous montre la prestation du coup, je vous montre comment on fait pour la Nova. Du coup, analyse de variance et de covariance. On s'intéresse à la quatrième feuille, donc la 4. Et donc là, ce sont des groupes indépendants, je répète. Le sujet n'a fait qu'une seule condition. Il a fait soit par exemple bonne nourriture, histoire joyeuse, ou bonne nourriture, histoire triste, etc. etc. Donc un groupe indépendant. Et donc variable à groupe indépendant, du coup, c'est la nourriture et histoire. Et la VD, c'est tout simplement le score. Toujours, on s'intéresse toujours qu'au plus haut, donc modèle paramétrique et données complètes. Bon là c'est le guess et le 3, ça je comprends pas trop ce que c'est, mais selon ce que j'ai vu, faut laisser comme c'est quoi. Et ça, faites comme vous voulez. Bon là pour pas trop se casser la tête, on va pas mettre de contraste. Contraste, on verra ça plus tard dans le semestre. Et bientôt le résultat de la dernière question. Et voilà, vous avez ici les statistiques descriptives pour chaque ensemble de conditions. Donc nourriture agréable, histoire joyeuse, moyenne à 14,9 sur 20, avec un écart de 2,075. Et puis là, vous voyez les autres. Par exemple, désagréable et triste, moyenne de 10,55 avec un écart type de 2,236. Avec la médiane, voilà, ici c'est l'étendue, etc., etc. Et donc ce qui nous intéresse, hop, c'est derrière ce petit graphique là, derrière celui-ci aussi, voilà, l'analyse principale. Donc là en fait on a 3 F, tout simplement parce qu'il y a plusieurs variables et donc une interaction possible.
Donc là, pour la première vie nourriture, donc on a 2 DDL qu'il faudra bien préciser. Le carré moyen de l'erreur qu'il faut aussi préciser sur la copie. Le F, et donc là on a un P inférieur, donc un P extrêmement faible. Donc là, ce que je vous conseille du coup pour la variable nourriture sur une copie, c'est d'écrire du coup F2,1,76 égale à 45,31, CME égale à 4,954 et P inférieur à 0,001. Inutile de mettre 4 décimales, 3 suffisent. Ensuite pour l'histoire c'est la même chose, sauf que là la valeur, enfin le F n'est pas le même, là le F est à 4,037 et la valeur P, là c'est toujours significatif, on est en dessous du seuil de 0,05. Là on est à point, si on arrondit à 3 décimales, on est à 0,048. Et pour finir nourriture histoire, donc là c'est pour observer s'il y a une interaction ou non. On a un F à 1,978 et là la valeur P est à 0,164 si on arrondit correctement. Et donc là c'est non significatif. Donc si vous voulez interpréter le résultat, c'est qu'il y a tout simplement un effet significatif de la nourriture sur les performances cognitives, un effet significatif du type d'histoire sur les performances cognitives. Par contre, il n'y a pas d'interaction entre les deux sur les tâches de performance cognitive. Voilà, tout simplement parce qu'on n'atteint pas le seuil de significativité à 0,05. Voilà. Après, on peut dire aussi le sens. Donc là, le sens, c'est tout simplement, descriptivement, avec une nourriture désagréable, on va avoir de moins bons scores. Et idem avec tout simplement une histoire triste, on va avoir aussi des résultats plus faibles. Donc là, par exemple, là, 14,9 versus 13,2, 10,85 versus 10,55. Et là, par exemple, agréable joyeux, désagréable joyeux. Donc là, on a 14,9, 10,85. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour réviser juste avant le contrôle continu, du coup, la semaine du combien, du coup? Je regarde juste en même temps que vous, là, si mon ordinateur veut bien. Du coup, voilà, ça sera la semaine là du 6 au 10 mars, quoi. Et bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, que je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir mon dernier sondage. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.